Bonjour à toutes et à tous, nous nous trouvons aujourd'hui au Parc Floral de Paris pour visiter un lieu hors du commun et surtout non accessible au public. Pour présenter ces lieux, je fais l'honneur Régis Christner, conservateur du Jardin botanique de Paris. Bonjour Régis. Bonjour à tous. Effectivement, on est au cœur du parc floral dans un endroit un peu intimiste, une ambiance de travail, un laboratoire réservé au personnel. Technique, donc on pénètre dans un des lieux que vous n'avez pas le droit normalement de voir. Ici, nos collègues du laboratoire de culture in vitro, c'est certainement l'objet d'une autre visite, beaucoup de travail au labo de culture in vitro. Ici, donc rien de forcément très passionnant pour les auditeurs, mais Passionnant quand même pour les voilà. Passionnés de nature. L'idée, c'est qu'ici, en fait, on étudie de près les collectes qu'on ramasse dans la... Et pour ce faire, on a des guides de référence, des ouvrages, voilà, des ouvrages techniques avec voilà, les graines telles qu'on peut les trouver dans la nature. Certaines ont des formes extraordinaires, les aigremoines, les eupatoires. En fait, tout dépend des stratégies de dissémination. La plante, elle a un besoin, c'est de sortir de son espace. Donc, elle va faire des graines, des fruits, des akènes, peu importe les noms techniques aujourd'hui, qui vont prendre le vent. Là, ici, on est sur des graines d'astéracées. Site for free, voilà, c'est un joli site. Le web est une grande source voilà. de documentation. Ici, vous voyez, on est sur des choses qui pourraient ressembler à des akènes de pissenlit, des graines qui vont être disséminées par le vent. C'est une stratégie intéressante. Les graines peuvent être disséminées par les animaux. Quand le fruit a des petits crochets qui s'accrochent au poil d'un sanglier qui va faire 10 ou 20 km dans la nuit, et ben la graine va retomber 10 ou 20 km plus loin. C'est aussi bête que ça. Alors, on rappelle qu'on est à la Grainothèque d'un botanique de Paris, que je crois à un anniversaire bien particulier. Exactement 10 ans qu'on est installé au Parc Floral de Paris. C'est la même dynamique que celle du chemin de l'évolution, qui est pour le coup très consommateur en graines, parce qu'en fait, on ne va pas avec des bâches collectées dans la nature, ça n'existe pas. Nous, on est habilité et on collecte des fruits qu'on prépare dans ce laboratoire, qu'on remet dans les serres techniques du jardin botanique voilà, pour vous montrer les plantes. C'est une banque, mais ce n'est pas juste des dépôts, et il y a une finalité de continuation des espèces, j'imagine. De présentation, d'études à des fins scientifiques, de conservation d'une diversité génétique. Et pour le coup, au Jardin botanique de Paris, on a des plantes qui sont en menace critique d'extinction de la nature. C'est le cas au cerf d'Auteuil, c'est le cas à Bagatelle, c'est le cas ici au Parc Floral. Donc là, prenez bien que ça devient une affaire de spécialistes pour les faire fructifier, pour collecter et essayer de déterminer cette plante-là. Là, il y a un peu de ressources et de préservation de la génétique. Oui. Pour ce faire, j'imagine que vous faites partie d'un réseau de jardins botaniques. On est alors dans un réseau merveilleux. Là, je vous ai fait un petit tas d'enveloppes. C'est à peine un quart des échanges de l'année. Et vous voyez que ces semences qui sont très précieuses, elles voyagent juste avec un petit timbre. Là, des amis allemands qui nous ont écrit. Ici, la Roumanie. Ben là, nos amis de Genève. On échange avec Missouri Botanical Garden aux États-Unis. Là, la fédération russe. Je crois qu'en jolie collection de timbres, en plus d'une jolie collection de graines. Mais à côté, je vois des instruments là. Alors, bon, tout bêtement, là, on est sur une balance professionnelle, puisqu'on a besoin de qualifier nos lots. Et vous savez qu'une graine dense est plutôt une graine de qualité. Donc, c'est un test aussi chez vous. Les graines qui coulent, en général, c'est les bonnes. Les graines qui flottent, elles sont perdues. Évidemment, c'est pas vrai pour toutes les espèces, mais c'est un petit truc qui est bon à retenir. Donc, on met nos graines dans l'eau. Celles qui flottent, a priori, elles sont pas bonnes. Et celles qui sont lourdes, qui sont denses, c'est elles qui ont conservé beaucoup d'albumène, beaucoup de réserves, qui vont être complètement nécessaires à la plantule qui n'est pas encore autonome pour pouvoir faire ses premières feuilles et devenir autonome en termes de nutrition. Et donc ces graines un peu lourdes, en général, c'est les meilleures. C'est celles qu'on garde
pour nous et pour nos amis jardins botaniques, puisque je le redis, on a dans nos frigos énormément de génétique, mais elle est strictement à des fins de conservation et à des fins d'échange. Vous ne pouvez pas garder toute la génétique Non, existante. en fait, nous, on a plutôt vocation à conserver des choses un peu rares et aussi, important à conserver la flore indigène d'Île-de-France, c'est la thématique de notre banque de graines. Des plantes qui sont pas forcément rares dans Paris, certes, mais qui peuvent être extrêmement intéressantes pour nos collègues du bout du monde. Voilà. Et en échange, on peut-être qu'on reçoit un peu plus qu'on donne, mais c'est simplement, voilà, c'est dans l'air du temps. On a une région qui est riche. Il y a un microscope, je crois, à côté. Hein, une loupe binoculaire. Une loupe binoculaire. Pour conserver, pour être sûr des identités qu'on a ramassées. Et un micro. C'est pas pour faire les croque-monsieur, c'est simplement pour dessécher. Ça pourrait, mais ça. C'est simplement, non, c'est du pour arriver à faire baisser le taux d'humidité dans la graine. C'est exactement ce qu'on fait quand on fait une en herbier. Quand on a des plantes un peu précieuses qu'on a été collectées dans la nature. Déshydrate. On déshydrate et cette matière cellulosique, cette matière végétale, séchée et se conserve beaucoup plus longtemps. Voilà, c'est une autre façon herbier. de faire. Donc nous ne sommes pas le MNHN, le Muséum National d'Histoire Naturelle, mais là en l'occurrence on a quelques parts d'herbier, c'est le vocabulaire consacré. Là, c'est l'herbier de travail d'un collègue qui s'appelle Paul-Robert Tacax Cocondi. Paul Robert, hein, qu'on rencontrera prochainement justement pour une récolte d'herbacées au bois de Vincennes. Voilà, donc quand on aime, on a toujours 20 ans. Là, il se trouve que ces plantes ont été collectées au siècle dernier. Mais, voilà, mais elles sont encore dans un état de conservation hyper satisfaisant. Et ces données-là, puisque ce sont des données à part entière, scientifiques, elles sont précieuses pour nous. Ici, des résultats de nos dernières collectes. Et là, voilà. Alors, vous attendiez peut-être. Non, donc voilà. on sauvegarde dans des petits sachets. C'est complètement secret. Ah ben, tu sais, je suis curieux moi, donc j'ouvre les enveloppes, j'ouvre les frigos. Non, voilà. Alors là, je vois 3 frigos, c'est ça? Oui, une enfilade de 3 frigos. C'est là. Alors, c'est tout petit, les graines, par rapport au volume de la plante. Hein. Je vais vous montrer. Ouh, mais beaucoup de Alors boîtes voilà, là. tout est rigoureusement rangé. Je remercie sincèrement Vincent Lipa pour sa rigueur dans le rangement et dans l'indexation des lots, parce que voilà, c'est vraiment précieux. Petit indice, ici on vérifie la température, on est à 5-6 degrés, et on vérifie surtout le taux d'humidité, le taux d'hygrométrie. Là on a ouvert la porte, alors il a augmenté, mais regardez, un autre truc pour vous. Donc ce sont des Tupperware, des boîtes en plastique hein, pour ne pas. Oui, on est aussi dans une forme d'artisanat. Hein, vous voyez, on a des tamis pour nettoyer. Donc on secoue notre tamis et les récoltes sont pas mécanisées. On est tous sauf agriculteurs. Donc tout se fait à la main et c'est plutôt une bonne nouvelle. Alors tout se fait à la main chez vous. Hein, si vous collectez des semences, ici c'est des bromes, donc c'est pas forcément irritant. Mais nous, on a une sorte d'aspirateur professionnel. Ça fait des poussières et des pollens. Ça fait un bruit d'enfer. Hein, je vous mens pas. Donc ça aspire par le voilà, bas. L'idée, c'est que l'opérateur qui travaille sous cette atmosphère-là va pas respirer les résidus de semences qui peuvent être particulièrement irritants. Donc on fait grand cas de la santé des agents. Et évidemment, c'est un matériel qui est pas tellement public, quoi. Si vous collectez, vous semez des haricots chez vous, vous collectez les graines, hein, il va rien se passer. Certaines semences dans la nature sont très très irritantes. C'est pas le cas de celle-là. Hein. Là, c'est Papa Vert Roas. On a 2019, donc une récolte de 2019. On a un petit colis de 350 grammes. Mais là, avec ça, il suffirait de faire des règles de 3, mais on peut mettre des coquelicots, parce que c'est rien d'autre que des bêtes graines de coquelicots. Ceci dit, quand on en a besoin d'un certain volume, là, on a de quoi ensemencer tout le parc floral. Hein. C'est une forme d'économie de place qui est. Il faut dire que la graine de pavot est tout petite. Elle est excessivement minuscule, fine. Noire, minuscule, on dirait des petits. Et qu'est-ce qu'il y a voilà, je vois des petit gel là, c'est pas des bonbons, c'est pas des graines qu'on a mélangées. C'est rien d'autre que du silica gel qui garantit un taux d'humidité réellement bas pour que la graine
continue sa dormance. Donc, est-ce qu'on remplace régulièrement ce gel? Ah oui, puisqu'il se charge en humidité, on a toujours un petit peu d'humidité résiduelle. C'est exactement le même principe que chez vous si vous aviez une cave qui était très humide. Vous utilisez, vous savez, des absorbeurs Rubson d'humidité. Ce qu'on trouve quand on achète. Voilà, il faut les changer tous les 2-3 mois. Ça dépend de l'humidité de votre pièce. Nous, on peut réactiver, y compris dans le petit four qu'on a vu tout à l'heure, ces silica gel et du coup, ils ont une durée de vie extrêmement longue. Oui, parce qu'effectivement, quand ils sont très chargés en eau, vous les mettez au four et cette eau évapore. Un frigo plus grand. Alors là, pour le coup, on est à moins 18. On est sur on va dire un congélateur professionnel. Qu'est-ce qu'on a? Comme je vous ai peut-être dit tout à l'heure, les semences légumières, souvent le bon réflexe, c'est de les conserver au grand froid. C'est-à-dire, c'est pas de la surgélation, c'est moins 18, ça va très très bien. Et comme ça, on peut les garder plusieurs années. Alors, certaines semences, pas très longtemps. Certaines espèces, 10, 15, 20 ans. Donc, il y a des abacs, il y a des données autour de tout ça. Et là, pour le coup, vous allez dire, jardin botanique, vous conservez des semences de légumes comme mon grand-père. Voilà, comme mon grand-père dans le bas de son frigo. Ah bah oui. J'ai envie de dire pourquoi pas. Sauf que là, on est sur des variétés légumières d'Île-de-France. Ce sont des échanges précieux avec nos amis de Savigny-le-Temple, le domaine de la Grange-la Prévôté. Et on a des légumes en voie d'extinction. Alors ça peut paraître un peu incongru, mais effectivement, l'Île-de-France a été une région d'invention de légumes. On a des navets de Viarme, là, Cucurbita maxima, un concombre gros jaune de Paris. Navets de Viarme, c'est des choses qu'on ne voit plus du tout. Alors, chez les maraîchers et même chez les semenciers. Est-ce qu'il y a un effet de mode à ce genre? Il y a les légumes oubliés. Certains disent, on sait pourquoi on les a oubliés, parce qu'ils n'étaient pas forcément fameux. Là, moi, je ne suis pas d'accord avec ça, parce que c'est souvent une génétique qui correspondait à une époque, qui correspondait à des goûts d'antan, qui peuvent revenir aussi à la mode. Et moi, j'ai envie de dire, plus on a de variétés dans notre escarcelle, plus on a la garantie que si le super légume tombe malade, on aura quand même quelque chose à manger avec cette bonne vieille variété oubliée. En plus, c'est des légumes qui sont plutôt charmants et qui sont aussi chargés d'histoire. Ils viennent d'Île-de-France. Nous, on est Jardin botanique de Paris. Alors, ce n'est pas la thématique principale de nos 4 jardins, mais ça nous fait plaisir aussi de contribuer à la conservation, voire même à la propagation de ces variétés légumières, j'ai envie de dire, traditionnelles. Donc ça, vous pouvez les voir au Jardin Insolite du Pastoral, qui est ouvert, qui est au fond du jardin, qui est un endroit vraiment charmant. Est-ce qu'il y a des échanges avec les autres jardins botaniques de ce genre de graines aussi? Alors, pour le coup, c'est pas forcément les jardins botaniques qui vont s'intéresser à ces plantes. En général, on a l'habitude de dire que les jardins botaniques s'intéressent plutôt aux plantes sauvages. Évidemment, un légume, c'est une plante domestiquée, c'est une variété horticole. Et du coup, c'est plutôt des gens tout à fait sérieux, tout à fait fréquentables, comme l'INRAE, l'Institut national de la recherche agronomique et de l'environnement, qui ont recherche agronomique. On est bien sur ce registre-là, avec qui on va échanger. Et puis, il y a surtout des dizaines et des dizaines de passionnés qui contribuent, je pense, aux croqueurs de pommes, je pense aux amis des légumes anciens, qui mettent une belle énergie pour essayer de conserver ces variétés. Donc on s'est dit, au Jardin botanique de Paris, on a un peu de place. Ces variétés légumières anciennes, elles nous intéressent. Donc consacrons un petit peu de nos savoir-faire jardiniers à la conservation de ces espèces qui ont aussi leur histoire, comme je disais tout à l'heure. Alors, il y a quelqu'un, Corinne, qui est à la recherche de graines des Meconopsis betonicifolia. Eh bien, on va regarder dans notre Est-ce qu'on peut l'orienter pour savoir? Alors, elle est pas en Ile-de-France, mais... je ne sais pas où elle est. En tout cas, c'est pour faire cadeau à sa mère. Alors déjà, qu'est-ce que c'est la Meconopsis betonicifolia? Alors, on les a pas en Ile-de-France. Ouais. Cette plante-là, on ne va pas l'avoir dans nos catalogues.
Mais voilà, faites-nous l'amitié d'un petit mail au Jardin botanique de Paris. On pourra vous donner toutes les ficelles pour les trouver. Les Meconopsis, je pense qu'on a des plates-bandes au fond du parc floral. Moi, c'est pas mes petits fétiches. Mais c'est quoi? Voilà. Quoi exactement? C'est un pavot bleu d'Himalaya, c'est ça? Ouais, alors le pavot Meconopsis, je pense que Nicolas Rossignol a dû en semer au projet de jardin alpin. Après, le projet de jardin alpin, ça sera des fleurs françaises. Donc, ces énormes Meconopsis, ces pavots bleus on dit que les peintres n'arrivent pas à reproduire la couleur du Meconopsis tellement elle est subtile. C'est peut-être ce que notre auditrice recherche. Ces pavots bleus, c'est un peu comme les éryngiums, les chardons bleus qui sont au Conservatoire botanique de Gap-Charence. C'est des plantes d'altitude qui sont très subtiles, qui sont très colorées. Des pavots, je vous ai montré du papaver Roas, on en a plein l'Île-de-France. Ces Meconopsis, moi je pense que on doit pouvoir les trouver en jardinerie, ils ont dû être domestiqués parce que c'est des plantes qui sont vraiment jolies. Mais dans la thématique du Jardin botanique de Paris, nous on n'est pas forcément motivés par cette espèce-là. D'accord, en tout cas, Corinne, on se contactera pour qu'on puisse vous donner plus de détails sur cette espèce. En tout cas, il y a 400 000 espèces, 400 000 variétés, espèces de plantes connues. On en a 15 000 au Jardin botanique de Paris. Ce qui est quand même pas mal. Et du coup, mais oui, évidemment. Et du coup, on a des thématiques. Donc, toutes les plantes ne rentrent pas dans la ligne éditoriale du Jardin botanique. Mais en tout cas, venez au parc floral, visitez l'espace, il est fait pour vous et vous verrez de belles choses. Et des choses en préparation, elles sont dans ces frigos. Voilà, donc c'est quelque chose qui est du vivant, même si c'est dans un frigo. Ouais. Comment on fait pour réveiller une graine? Alors, je ne vais pas rentrer dans un détail incroyable. Les grandes lignes. Il y a des semences traditionnelles et des semences récalcitrantes. Pour les semences traditionnelles, on conserve au froid. En fait, il faut la réveiller par l'humidité, lui donner le signal qu'effectivement elle est dans un environnement favorable et qu'elle va pouvoir germer et s'épanouir sans risque de sécher, sans risque de mourir tout de suite. Donc du coup, on a étudié ces questions-là à la banque de graines. Il y a des techniques subtiles qui correspondent à ces levées de dormance. Ça peut être une technique de vernalisation, c'est-à-dire les graines d'Île-de-France, souvent elles ont besoin d'avoir un hiver froid pour pouvoir germer le printemps d'après. Parce que la graine, si elle n'avait pas accumulé cette information, il a fait froid, et peut-être qu'elle germerait en automne, pile avant l'hiver, et qu'elle ne pourrait pas se développer. Un peu comme les bulbes. Donc finalement, comme les bulbes, la vernalisation, passer au frigo, c'est souvent un bon réflexe pour faire germer ces graines quand elles ont du mal. J'ai une autre question. Quelle est la durée de dormance maximale de chaque espèce conservée? On ne va pas tous les faire. La durée moyenne de conservation. Alors, à savoir que pour les fabacées, il faut faire attention au risque de ponte de bruche. Ah ouais. Alors là-dessus... On a des experts comme quoi... La bruche, c'est un petit insecte qui vient piquer la graine. C'est un peu le même principe qu'un charançon. Quand vous ramassez une noisette dans une promenade et qu'elle a un petit trou, c'est que le charançon est passé par là et a consommé tout ce qu'il y avait de bon à l'intérieur, votre graine elle est foutue. Donc nous, la dormance moyenne on adore les insectes au parc floral, on a la secte des insectes, on connaît bien les pollinisateurs, mais ici, surtout pas, on ne veut pas voir un insecte. Parce qu'effectivement, votre auditeur il a raison, la bruche, c'est une catastrophe quand on conserve des semences. Donc, le temps de conservation, nous on conserve nos lots 5-7 ans, à peu près. 5 à 7 ans, voilà, on sait que maximum. Certains oxalis, des petites plantes très banales, les jardiniers n'aiment pas trop quand ils sont dans les pots de fleurs, les graines ne vivent que quelques semaines. Vraiment, hein, donc celles-là, ça n'a aucun sens de les conserver, alors que c'est des plantes très banales qui se disséminent facilement. Et certaines, alors souvent on cite le Nelumbo, les lotus, les nénuphars, des plantes d'eau. Voilà, on a pu a priori démontrer des levées de dormance de plus d'un millénaire, quoi. Des graines qui auraient plus de 1000 ans. Mais c'est pas le but de la grainothèque du En revanche, les blés d'Osiris, les blés qu'on trouvait dans les tombes des pharaons, c'est juste une légende. Hein. Les blés, on peut les... A priori, mais encore je suis même pas sûr avec les variétés très modernes, on peut régénérer des blés qui auront attendu deux générations humaines, 40-50 ans. Ça, on sait faire. Mais au-delà,
La graine est pour ainsi dire à cesser de vivre, sa dormance est éteinte, elle est perdue, elle ne germera plus. Ok. Merci beaucoup, Régis, de nous avoir accueillis dans ce lieu hors du commun. Nous rappelons que le Jardin botanique a 4 sites à Paris, le Parc Floral, l'Arboretum, les Jardins des Serres d'Auteuil et le Parc de Bagatelle. Partout des plantes sublimes et j'ai envie de dire, venez les visiter, elles vous le rendront bien. Portez-vous bien. Merci à tous. Nous nous retrouvons demain en direct de la ferme de Paris. Vous pourrez retrouver ces vidéos et beaucoup d'autres sur notre chaîne Paris Nature. Bon après-midi, au revoir.